Bonjour chers auditeurs, mon nom est Alison, je vais co-animer cet épisode avec Mathieu Caron. Nous sommes ravis de vous revoir aujourd'hui, en tout cas de vous faire écouter cet épisode qui parlera d'inclusion durant l'enfance et d'un témoignage d'une personne diagnostiquée tardivement par rapport au trouble du spectre de l'autisme. Alors, notre invitée aujourd'hui s'appelle Mélissa et je lui laisse le temps de se présenter, car qui de mieux que nous pour pouvoir parler et se décrire, voilà. Merci. Donc oui, je m'appelle Mélissa, je suis conseillère pédagogique et enseignante de formation. Je suis aussi une éternelle étudiante. J'aime beaucoup étudier. Et j'ai eu un diagnostic d'autisme il y a maintenant 3 ans. C'est bien. Ouais, très bien. Merci Mélissa. Sachant que tu as un parcours dans l'éducation, aujourd'hui nous souhaitons discuter de l'inclusion durant l'enfance. Donc quand on parle d'enfance, on parle de scolarité. Est-ce que tu peux nous décrire en quelque sorte l'inclusion scolaire, s'il te plaît? Et en fait, l'inclusion scolaire, en le remettant dans mes mots à moi, Oui, bien sûr. c'est l'école qui va s'adapter aux personnes qui fréquentent l'école, donc aux besoins de tous les élèves qui sont dans le milieu scolaire, et non pas essayer de faire rentrer les élèves dans une norme particulière, dans un moule avec des attentes. C'est important d'avoir des attentes, de pas avoir l'attente que tout le monde soit pareil. Est-ce que ça arrive qu'il y a... est-ce que ça arrive qu'il y a, Des défis, tu veux dire? Oui. Oui, qu'il y a Des défis par rapport à ça. Oui. Assurément, hein, parce que dans le milieu scolaire, on est plusieurs intervenants. Chaque intervenant a ses propres valeurs personnelles, sa conception de tous les cadres légaux, des difficultés des élèves, des forces des élèves. Donc, tout le monde a son vécu et ses connaissances qui viennent influencer comment l'inclusion va se dérouler là, en classe. Oui, surtout que tu parles des enseignants, des intervenants, mais ça parle aussi entre élèves aussi. Enfin, c'est un défi au quotidien, pas parce que j'ai la connaissance et tout comme toute personne qui est dans l'éducation possiblement, que un enfant imite ses parents. Donc, il y a aussi les valeurs des parents qui rentrent en considération quand on parle d'inclusion en général. Voilà, surtout à l'enfance. Mais des fois, on va entendre des propos d'élèves qui ramènent des éléments de la maison, tout à fait. Moi, au secondaire, j'avais été dans une école et m'avait mélangé avec, dans le temps, il y a trouble à l'instant du développement, ça s'appelait. J'ai fait des classes expérimentales de trouble du spectre de l'autisme, et m'avait mélangé avec des niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Oui. Moi? OK. Donc, on a, dans le fond, chaque centre de service scolaire va avoir un déploiement différent des mesures. Il y a des centres de service scolaire où les élèves autistes vont être davantage dans les classes régulières. Il y a des centres de service où est-ce qu'il va y avoir une partie des élèves en classe régulière et une autre partie dans des classes spécialisées où il y a moins d'élèves, où parfois ils vont être regroupés par diagnostic ou par besoin. Ça dépend Du des cas par endroits. cas. Oui. Cas par cas. C'est chaque centre de service qui va se donner des règles via leur politique de l'adaptation scolaire. Ouais. L'école de Tourelle, c'est quand même bien aussi. C'est une belle école. Oui, c'est une belle école Moi, spécialisée. j'en ai entendu parler aussi, c'est une très belle école. Y a-t-il des bénéfices à parler d'inclusion au plus jeune âge, justement? D'inclusion, je ne sais pas à quel point les tout petits vont être en mesure de comprendre le concept d'inclusion vu que c'est quand même un concept qui est assez abstrait. Et par contre, de parler de différence et de montrer différents modèles d'êtres humains, c'est drôle, des modèles d'êtres humains. Comme toi? Comme moi. Comme nous, tu veux dire? Ouais, comme nous tous. Comme nous tous. On parle de vraiment de différence au sens large, d'avoir une certaine représentativité
tous les êtres humains sur la planète Terre. Je pense que c'est important, puis c'est ce qui fait qu'on va moins juger les différences aussi, je crois. Mais là, encore là, c'est ma vision personnelle. Ben non, c'est une très belle vision. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mhm. Oui. Puis, si on devait parler, de ce qui t'a amené à te questionner par rapport à ton diagnostic, d'autisme, est-ce que justement tu peux nous en faire part un peu? Enfin, s'il te plaît. Bien sûr, ça va me faire plaisir d'en parler et de le partager. Merci beaucoup, Mélissa. C'est pas quelque chose dont je discute quand même souvent, là. C'est pas fréquent. Je me suis même pris des notes par rapport à ça. Oui. Il y a deux éléments qui sont arrivés presque en même temps, qui ont fait que je me suis questionnée. D'une part, il y a eu la sortie du livre d'Isabelle Hainaut sur le profil Asperger au féminin. Quand j'ai fait la lecture de ce livre-là, je me suis reconnue vraiment à plusieurs endroits, assez pour me questionner. Puis, j'ai aussi un élève qui avait 10 ans à l'époque qui m'a dit « Toi, Mélissa, t'es comme moi. » J'ai demandé « Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Et il m'a répondu « Toi aussi, t'es autiste? » Mais en questionnement. Fait que je lui ai retourné la question parce que je savais comme pas quoi lui répondre. Puis je voulais pas lui dire non, parce que, tu sais, j'étais déjà en questionnement un petit peu. Je lui ai juste demandé d'après toi. Puis il m'a répondu, ben oui, les autistes aussi peuvent être enseignants. Ah, wow, c'est vraiment cute. Puis il est parti à la récréation. Ils sont vraiment cute, hein, car la bouche, la vérité sur la bouche des enfants, souvent. Tout à fait. Puis je pense que ça représente bien aussi. C'était un peu un miroir du discours que j'avais en classe quand j'enseignais. C'est que vous pouvez faire ce que vous désirez faire dans la vie. Là. Il y aura pas de limite à ce que vous pouvez faire. Donc, Est-ce que tu serais d'accord pour dire que les limites, c'est nous les impose nous-mêmes? il y a des limites que nous, on s'impose. Je pense qu'il y a aussi des limites externes sur lesquelles on n'a pas de contrôle aussi. Ouais. En parlant de ça, est-ce que ça a eu un impact sur ton rôle d'employé au sein de la scolarité? Je me questionne. Et en fait, j'ai gardé mon diagnostic assez discret. J'ai quelques collègues là, qui étaient au courant. Donc, j'ai pas divulgué ce diagnostic-là. Même encore à ce jour, c'est pas reconnu. Je n'ai pas parlé avec mes supérieurs immédiats, là, disons. Je pense pas que le diagnostic changerait quelque chose nécessairement. J'ai par contre la peur c'est un petit peu irrationnel, mais en tout cas, ça s'est jamais arrivé en fait, mais j'ai quand même cette peur-là qui reste le réamateur d'avoir les gens qui changeraient d'attitude en connaissant mon diagnostic. Puis, jusqu'à maintenant, c'est pas arrivé encore, mais tu sais, je reste avec une peur de dire « Ah, est-ce que ça va m'enlever de la crédibilité ou si le fait d'être transparente par rapport à ça va justement me donner une crédibilité parce que mon vécu n'est pas le vécu de toutes les personnes autistes. » Je pense qu'on a chacun un vécu... On a tous un vécu. Oui, et chaque histoire va être différente. Il y a quand même des éléments qui vont nous unir. Mais ma voix n'est pas la voix de toutes les personnes autistes. Donc, je veux pas non plus parler pour des personnes à qui j'ai jamais parlé de ma vie. Bref, c'est une position encore un petit peu inconfortable pour moi de est-ce que j'en parle ouvertement, est-ce que j'en parle pas ouvertement? Bon, assurément, je suis assise ici avec vous aujourd'hui, c'est parce que je suis assez à l'aise d'en parler plus ouvertement que par le passé. J'ai cheminé là, beaucoup quand même en 3 ans par rapport à mon identité. Est-ce que ton conjoint, comment est-ce qu'il l'a pris? Il a
il y a pas tant eu de réaction. C'était pas nouveau ce que tu lui apprenais, en fait. Non, je pense que je suis restée la même Mélissa avant et après diagnostic. Tu sais, dans notre vie de couple, je pense que ça l'a permis de faire, c'est que j'étais plus capable de nommer mes besoins. Ouvertement. C'est vraiment ça que ça m'a apporté, pas juste dans ma vie de couple, dans la vie en général, là, mais lui dire, excuse, là, j'ai eu une grosse journée aujourd'hui, je vais prendre un petit 10 minutes toute seule, puis on pourra se parler après. Tu sais, j'étais pas nécessairement à l'aise avant de le savoir. C'est comme si j'étais pas capable de voir que j'avais ce besoin-là certaines journées. J'ai une question pour toi, parlant des enfants. Est-ce que, toi, le bruit des enfants qui crient, ou les bébés qui crient, qui pleurent, est-ce que ça te dérange, l'hypersensoriel, niveau sensoriel? Les bruits soudains et inattendus me dérangent. Par contre, un enfant qui pleure ou les bruits dans une école, pour moi, ça vient, c'est prévisible, des bruits dans une école. Donc, c'est certain que si... moi, j'avais presque pas d'élèves dans mes classes, donc c'était de base très silencieux et calme. Mais quand je passais dans une classe, par exemple, de 30 élèves, où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit, où je connais pas tous les élèves nécessairement, ça fait beaucoup d'éléments à traiter. Et là, oui, je pouvais devenir en surcharge, être moins patiente, ma batterie d'énergie descendait vraiment très, 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 très rapidement, là. Et est-ce que tu aurais préféré avoir un diagnostic précoce? Je pense que ça m'aurait permis de comprendre beaucoup de choses si je l'avais su plus tôt dans mon enfance. Par contre, j'ai l'impression que dans mon vécu, ça n'aurait probablement pas eu d'impact tant que ça. Parce que je viens d'un petit village. J'étais dans une petite école au primaire qui était inclusive. Donc, dans notre école, il n'y avait pas de classe d'adaptation scolaire. On était trop loin, donc on était tous dans la même classe, peu importe ce qui se passait. Donc, je pense que mes parents, mes grands-parents auraient intervenu exactement de la même manière avec moi aussi. Donc, je pense qu'il y a une partie qui serait restée la même. Par contre, je pense que ça m'aurait aidé à mieux me comprendre. C'est ce qui fait que depuis 3 ans, je pense que j'ai vraiment grandi. Bon, pas physiquement, là. Je suis assez petite. Mais j'ai grandi à l'intérieur et c'est justement d'avoir ces moyens-là puis de me laisser la chance d'utiliser des ressources que j'avais pas non plus avant nécessairement pour nommer des choses, pour comprendre, pour faire des liens. Donc, est-ce que ça m'aurait aidé plus jeune de le savoir? Je pense que oui. Je me serais plus respectée dans mes limites. La fatigabilité sensorielle, tu savais pas si c'était dû à quoi avant ton diagnostic aussi, là? Ben non, moi, je pensais que j'étais bizarre. Ouais, pourquoi moi, je suis pas capable de faire ma journée de travail, de sortir souper avec des amis, puis après ça, d'aller prendre un verre, puis... Rassemblement de Noël aussi. Ah, aussi. Mais ça, Bon. c'est correct, j'avais des stratégies sans le savoir, mais c'est tout. Je me sauve à aller flatter les animaux, je vais jouer avec les enfants. C'est cute. Quand même des stratégies que j'avais quand même développées sans le savoir, je pense. C'est la nature humaine, hein? Vraiment. Mais, tu sais, d'avoir des amis qui te poussent à vouloir, tu sais, les suivre dans toute cette journée-là, par exemple. Puis là, ben pourquoi moi, après, le lendemain, je suis pas capable du tout de fonctionner, puis toi, t'es prête à recommencer? Fait que d'accepter ces limites-là, puis de s'affirmer aussi là-dedans, puis de dire non, j'ai pas envie, moi, demain, de passer ma journée à récupérer, donc on va juste souper ensemble, puis ça va être correct. Pas sorti de la raison. Et c'est tout ton travail de respecter ses limites en plus. Oui. Je suis d'accord avec toi. Puis, si tu avais un message d'espoir à nommer aux personnes qui avaient un diagnostic tardif, qu'est-ce que ça serait?
c'est mieux de le savoir que de pas savoir. Je sais pas si c'est vraiment de l'espoir, mais je pense que faut pas rester avec des questions, des sous-entendus. Mais par contre, je comprends très bien quelqu'un qui se dit je vais m'auto-diagnostiquer. C'est tout à fait correct aussi si la personne n'a pas le besoin là, d'avoir un diagnostic officiel. Mais moi, j'étais pas à l'aise de le faire. J'avais vraiment besoin que ça vienne de quelque chose d'externe. Je voulais pas... je pense que je me serais mal sentie. Je me serais sentie un petit peu comme une imposteur. Ça va avec ma soeur. Ouais. Moi. Mais je comprends aussi que c'est pas tout le monde qui a les ressources pour le faire. Il y a effectivement pas l'argent pour aller au privé aussi. Mm-hmm. Moi. Puis, si on vient à l'autre sujet, quels conseils pratiques, si on en donne quelques-uns, tu suggérerais? Pour l'infusion Oui, pour aider des parents ou même des intervenants. Administrateur, tout ce qui a rapport avec les professionnels. j'avais commencé à réfléchir quand même à Oui. des petites choses. Puis, dans le fond, ce que je vais nommer, c'est ce qui m'a aidé dans mon vécu, puis ce que j'ai observé qui a aidé mes élèves. Donc, c'est quand même subjectif. On verra si c'est des choses avec lesquelles vous êtes d'accord. Je suis curieuse de tester la théorie. Sans que c'est pas l'intelligence artificielle qui l'a fait pour toi. Non, pas du tout. Yes, sir. Parfait, ça. Pas dans ce cas-ci. Mais il n'y a pas de mal d'être aidé parfois. Non. Ouais. C'est... C'est pratique pour plein de choses. Je pense que tout d'abord, ça prend une certaine patience d'aller expliquer en détail le contexte, les informations. Donc, dans toutes les interactions, je me suis souvent fait dire quand j'étais jeune, puis là, ça c'est le contre-exemple. Ben voyons, Mélissa, tu poses trop de questions, t'es trop curieuse, faut que t'écoutes à l'école. Ah, je connais ce refrain. Peut-être, on va pas référer à l'école, mais on m'a dit que je posais trop de questions aussi. Même que les parents n'ont pas toutes les réponses. Ben, normalement, t'es cultivé. Oui, avec le temps, oui, on Ouais. fait de la lecture, on lit des textes, Ben, d'ailleurs, écoute. moi, tu m'avais d'ailleurs prêté le livre d'Isabelle Hainaut. Oui, Ouais. une bonne lecture, j'ai envie de te dire. Ouais, je me suis reconnu là-dedans aussi. Et donc, d'encourager un petit peu la curiosité puis d'être capable de poser des questions parce que ça me freinait beaucoup, moi, dans mon parcours. J'osais plus poser de questions parce qu'on m'a dit que je posais trop de questions. Fait que ça t'a freiné dans ton parcours, mais non seulement, ça t'a permis de découvrir qui que t'es aujourd'hui. Assurément. Fait que moi, dans le fond, quand quelqu'un me dit tu poses trop de questions, t'es trop curieuse, tu sais, écoute, puis bon, OK, mais si le discours avait été plutôt quand tu comprends pas quelque chose, tu sais, attends, il va y avoir un moment pour poser tes questions. Si c'est une question plus précise, je vais te répondre en privé. Donc, de clarifier vraiment les attentes pour que ce soit généralisable aussi à d'autres situations et non pas que tout ce que je retienne, c'est non, pose pas de questions parce que c'est triste, rendu dans la trentaine, d'apprendre à poser des questions quand t'as jamais osé le faire. C'est une peu comme quelqu'un qui a pas l'habitude de demander dans la vie et qui finit par ne jamais demander puis se faire dire de pas demander. C'est ça. Ouais. Et Exemple parfait, j'étais chez un de mes anciens amis quand j'étais au primaire. Et puis, au primaire, on me disait, quand j'étais chez des amis, de pas me demander d'attendre qu'on me l'offre le jus quand j'étais présent. Fais comme la première fois que t'es venu chez nous, Alissa. Oui, Je sais pas faire de rien à boire là, mais j'entendais tout de monde. oui, ben, ça dépend de l'éducation de chaque personne. Et c'est apprendre à recevoir aussi. C'est ça. ouais. Mhm. Fait que je pense d'expliquer le rationnel devant
devant-derrière. C'était une belle phrase. D'expliquer le rationnel derrière certaines règles sociales qui sont pas claires puis qui ont l'air pourtant simples, en tout cas j'imagine. Et combien de fois ma mère m'a dit ben voyons Mélissa, ça se fait pas. OK, mais explique-moi pourquoi ça se fait pas parce que je vais juste arrêter de faire cette chose-là. Fait que ce que ça fait, je pose pas de questions. Tu sais, j'étais un petit peu naïve. Tu sais, je vais pas nommer que j'ai besoin de quelque chose. Je vais complètement ignorer mes signaux internes parce que je veux pas déranger. Donc, je pense que c'est important de juste prendre le temps d'expliquer en détail. Un petit peu en lien avec ça, tout ce qui est connaissance de soi aussi. C'est d'apprendre à aider les jeunes élèves. Là, je parle de... C'est quelque chose qui va être bon pour tous les élèves, pas juste les élèves autistes, mais d'apprendre c'est quoi leur goût, qu'est-ce qu'ils aiment pas, c'est quoi leur valeur. C'est un travail d'une vie, ça, parce que vraiment, dans mon métier, je constate que les adultes ont aussi de la difficulté à nommer ce qu'ils aiment. Et même comment se distraire, en fait. Oui. C'est dingue, en fait. Tout à fait. Alors que quand on termine notre scolarité, ça nous prend des passe-temps. On peut pas rester chez nous à se tourner les pouces. Donc, c'est super important de découvrir des choses qu'on aime et pas juste de respecter tout ce qu'il faut faire à l'école, puis que c'est l'adulte qui m'a dit de faire ça, fait que je fais tout ça. Donc, on travaille beaucoup de plus en plus avec l'autodétermination dans les milieux scolaires. Donc, c'est un sujet qui... Mais est-ce que tu connais les écoles en Suède, comment ils sont bien développés? C'est pas un sujet que j'ai approfondi. Non, hein, moi. Toi, est-ce que tu Ouais, explorais ça un petit peu? moi, j'ai exploré ça un petit peu justement et j'ai vu qu'en Suède, les élèves ils étaient très bien accompagnés par les professeurs. Mais tu sais de quelle manière, en fait? Mais la manière, c'est que ce que je sais pas si c'est j'ai quand même vite lu, mais en fait, les élèves, ils sont pris en considération de qu'est-ce qu'ils rêvent de faire dans la vie, puis ils sont poussés justement à accroître leurs rêves. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je dis pas n'importe quoi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mais moi, j'ai un ami professeur, Philippe Longchamp, que j'ai passé une entrevue, justement, atypique, qui est dans mon autre projet. Et puis, moi, il est vraiment passionné, mais puis, il a été élu meilleur prof de Suède plusieurs fois. Moi, chapeau. T'as dit une autre chose, moi? Bien sûr! On va les écouter attentivement. Et je pense aussi, ça, c'est quelque chose que je vis beaucoup dans mon équipe de travail, puis je pense que je le faisais aussi avec mes élèves, mais d'aller aller chercher l'opinion de l'autre personne, s'assurer de lui donner le droit de parole. C'est, ça arrive souvent en rencontre que je dirais pas un mot, mais j'ai toujours un collègue qui fait « Et toi, Mélissa, qu'est-ce que t'en penses? » Tu vas dire la vérité. Absolue. Ben, c'est sûr. Ben, c'est sûr, même si ça peut être... De base, moi, c'est que dans mon discours, dans ma tête, c'est ce que tu as à dire, c'est peut-être pas pertinent. Ah, t'as peut-être pas bien compris. Ah, ben non, ce que l'autre personne elle a à dire, c'est tellement plus pertinent. Fait que je sensibilise, en fait, vraiment importance. Par contre, dès que j'ai un collègue qui va me chercher du regard ou qui me va... Mais là, toi, qu'est-ce que t'en penses? Là, je vais être capable de donner mon opinion, d'argumenter au besoin. Tu sais, je pense d'être sensible aussi à la vision des autres personnes autour. Je donne un exemple avec un de mes élèves. En début d'année, j'avais fait une affiche avec eux pour notre porte de classe. Puis, moi, dans ma vision à moi, la porte est c'est un rectangle en forme portrait. Mais l'affiche, je trouvais ça plus visuellement beau si elle était aussi en
orienté de manière portrait. Et j'ai un de mes élèves qui dit, ben non, ça fonctionne pas. D'accord. Explique-moi pourquoi tu dis que ça fonctionne pas. J'étais intéressée à connaître ton point de vue, j'étais curieuse. Et là, on avait des morceaux de cassette avec nos noms, puis ça avait fait un beau carré avec tous nos noms. Et il dit, mais si on l'oriente comme ça, il y a 2 noms qui sont écrits du bon côté pour qu'on les lise. Alors que si on le met en format paysage, il y a plus que la moitié des noms qui vont être orientés comme il faut. Ouh, il a soulevé un point. Il n'a pas tort à 100%. Fait, tout à fait. Et savez-vous quoi? L'affiche a passé l'année sur la porte du format que cet élève-là voulait. Les élèves sont rois comme les clients sont rois. Bon, Discutable. ouais, discutable. Je trouvais que son point était excellent, qui avait été amené avec calme, douceur, c'était bien dit, donc oui, je l'ai écouté. C'est parfait. C'est d'écouter et d'aller voir aussi pourquoi l'élève se met pas en action, pourquoi l'élève a l'air d'être dans la lune, pourquoi l'élève commence pas son travail de maths. Je leur demandais, là, puis je suis pas mal certaine que j'avais la vraie réponse. Ça arrive-tu quand des enfants font pas leurs devoirs les soirs? En tant qu'enseignante, je donnais très, très, très rarement les devoirs. Que... Ouais. Ça faisait des parents heureux, ça. Ici, ben, ils se plaignaient pas. Ouais, les devoirs, c'était pas mon style quand j'étais au secondaire. Primaire. Qu'est-ce que ça te faisait quand t'en avais? Tu viens de juste de toucher un compte sensible à déstabiliser pas mal, là. Eh bien, on me disait, Mathieu, finis tes devoirs, puis après ça, tu vas pouvoir aller jouer aux jeux vidéo. OK. Donc, tu avais une récompense à la fin. C'est ça, comme la technique ABA, je sais pas si tu connais. Non. Ouais, mais j'avais entendu parler de ça sur le groupe Autisme Québec TSA. Mais moi, je te montrerai ça après, le tournage. Ben, si tu veux, on mettra le groupe en lien comme ressource. Si tu... Oui, bonne idée. Puis, est-ce que tu aimais ça avoir une récompense après tes devoirs? Je trouvais ça chiant. Puis, excuse-moi avec mes questions. Pas partagé, t'en fais pas. Ça me motivait pas plus. Parfait. Mais tu les faisais... Est-ce que tu avais envie de faire tes devoirs? Non. OK. Puis, là, je dirige trop mes questions. Non, c'est correct, mais ça, c'est que... Sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise de tout ce qui passe dans la tête. Non, pas... Non, c'est correct. On va continuer dans un sujet reste. Ouais, c'est bon. Ça, on va trop divaguer, là. Oui. Ouais, c'est pas notre intention. Mais assez de mieux qu'on passe à une autre question. Moi? Ben, à moins que vous ayez d'autres choses sur les devoirs. Ben, comment perçois-tu la collaboration entre les enseignants et les parents? Et c'est super important. Moi, j'ai vraiment été chanceuse dans les plus que 10 années que j'ai enseigné. J'ai vraiment eu des parents qui collaboraient très bien avec l'école. C'était positif. La communication se passait bien aussi. Je sais, quand ils m'écrivaient un courriel pour avoir des informations, je répondais rapidement. Puis quand moi, je leur partageais des informations, ils me répondaient rapidement. J'ai eu la chance aussi d'avoir des élèves quand même plusieurs années de suite. Des fois, pas de suite non plus. Donc, j'ai des élèves que j'ai eu en première année, que j'ai retrouvés en 3, 4, puis en secondaire 1. Donc, les parents me connaissaient déjà le cadre général de la classe, comment ça se passait. Tout est bien rangé à cet endroit-là, puis ça doit pas être déplacé. Tout était bien rangé sauf mon bureau. OK. C'est discutable.
ben, c'est ce qu'on appelle un bordel organisé. Tu sais, on s'oriente dans notre... Bordel. Voilà, tout à fait. Même chose de ma chambre. Et Ok. comment tu mettrais en place un environnement accueillant pour des enfants, en fait, à l'école? Plus inclusif. Et je pense que pour être plus inclusif, il faut penser vraiment à une grande variété de besoins et les offrir à tout le monde, pas seulement à un groupe d'élèves ciblés. Donc, de rendre accessibles les différents moyens de flexibilité, parce qu'on s'entend qu'on n'ira pas changer, c'est pas des choses qui vont être écrites dans un plan d'intervention, c'est pas des adaptations. Ça change pas la nature des évaluations. Donc, d'avoir un éclairage Adapté. adapté, merci. Ouais. Soit de la vraie lumière ou des lumières qu'on peut tamiser. Moi, c'est ce qui, en tant que personne qui me dérange le plus dans le milieu Scolaire. solaire, en général, scolaire, mais aussi au magasin, à l'épicerie, c'est les néons, là, ça, c'est très difficile. Ça tue les néons, hein? Vraiment. Donc, déjà, d'avoir un éclairage adapté, d'avoir différentes possibilités d'assises, par exemple, pour être confortable, d'avoir des objets pour manipuler, d'avoir des choix que les élèves peuvent faire, que ce soit dans leurs travaux sur le sujet. On fait une production écrite, il faut que tu écrives une histoire, mais t'as plusieurs choix, puis c'est correct qu'à certains moments d'avoir un choix. On écrit une histoire, tout le monde, ça va être une histoire d'horreur, mais à d'autres moments, d'avoir un peu plus de flexibilité dans les sujets, par exemple. Je pense que c'est plein de petites choses qui peuvent être faites. Ils n'auront pas nécessairement plus de temps de préparation aux enseignants non plus, parce que ils ont tellement de choses à faire dans leur tâche. C'est un métier qui est très difficile d'être enseignant. Donc, c'est certain que moi, j'ai toujours le malaise d'arriver avec une liste de recommandations pour un prof qui dit « Voici, maintenant, il faut que tu fasses tout ça, tu as une liste à cocher. » C'est pas réaliste dans le quotidien d'un enseignant qui a jusqu'à 30 élèves à gérer, mais il faut comme changer notre façon de faire pour pouvoir offrir cette flexibilité-là, je pense. Puis c'est gagnant pour tout le monde. Je suis en partie d'accord avec toi, sauf que tu as nommé quelque chose au début de ta phrase qui m'a interpellée. Moi qui suis pour l'équité versus l'égalité, il y a ce point-là que j'aimerais aborder avec toi. Parce que je suis d'accord qu'on aménage quelque chose pour une personne qui a une différence, oui, mais pour une personne neurotypique qui n'a pas de soucis par rapport à sa sensibilité au niveau sensoriel, voilà, enfin, comment tu projettes cela, voilà. En fait, il y a l'élève qui a un besoin particulier. Je pense à nos élèves qui utilisent des ordinateurs portables parce qu'ils ont des difficultés en écriture, par exemple, qui peuvent être très spécifiques ou plus larges. Je conçois très bien que c'est pas tout le monde qui va avoir un ordinateur portable. Ça fait des jaloux. J'ai jamais eu ce problème-là dans ma classe. Ouais, ça faisait des jaloux quand j'en avais un. Ah oui? Bon, primaire. Mais ça fait quand même quelques années. Hein. Je pense que Ouais, ça l'a évolué. le nombre d'ordinateurs aussi a augmenté beaucoup dans les classes. Mais si les objets sensoriels pour aider à se concentrer sont disponibles pour tout le monde, pourquoi l'autre personne ne le prendrait pas pour s'autoréguler aussi? Tout le monde a besoin d'autorégulation dans la vie. Donc, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites de façon universelle. Il y a quand même des adaptations qui sont consignées dans un plan d'intervention qui vont être personnalisées pour certains élèves. Mais plus on est flexible, moins on va avoir besoin d'adaptation dans nos écoles. Ce qui nous mène à une ouverture pour un prochain épisode. L'inclusion en milieu de travail. J'ai bien hâte de parler de celui-ci.
D'ailleurs, je remercie les auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Je remercie Mélissa de sa disponibilité. Et ben, je laisse le mot de fin à Mathieu. Vas-y. Eh bien, merci beaucoup, Mélissa. C'était vraiment apprécié de t'avoir aujourd'hui. Il y a un grand honneur aussi de savoir ton parcours, aussi savoir plein d'autres trucs. As-tu un dernier mot à ajouter pour la fin? Une citation qui t'inspire ou... Oui, Oui, vas-y. j'ai une citation qui m'inspire. Oui, vas-y. On dirait que tu as regardé mes notes, mais non, même pas. Même T'es caché. même pas. C'est une citation de Hannah Gadsby, qui est une humoriste autiste. Ses spectacles d'humour sont disponibles sur Netflix. Puis dans un de ses spectacles, elle dit, là, je vais excuser, c'est en anglais, on fera une traduction maison après. I believe we could paint a better world if we learned how to see it from all perspectives, because diversity is strength, difference is a teacher, fear difference, and you learn nothing. J'ai compris un petit peu, mais en fait, ça aurait peut-être été mieux en français. Je pense que je le comprends, on le ressent. Je sais pas pour toi, Alissa, si tu le ressens un peu, ce qu'il a dit. Moi, Mais ouais, heureusement, l'anglais et moi, Ok. ça fait 2. moi, Ayant une dyslexie, une dysorthographie, c'est un de mes défis encore du quotidien. Mais je m'excuse de ce manque de compréhension. C'est parfait. non, c'est On bon. peut la traduire, mais je tenais quand même à la dire dans sa version originale parce qu'elle a un sens, je pense, assez fort et un double sens aussi. Donc, elle dit, je pense qu'on pourrait peindre un meilleur monde si on apprenait à le voir de toutes les perspectives. Parce que la diversité, c'est une force. La différence est un enseignant. Donc, j'interprète après. Si on a peur de la différence, on n'apprend rien. J'attends ton interprétation, s'il te plaît. Vas-y, Mélissa. Et là, c'est ma compréhension, mon interprétation personnelle. Quand on a peur de la différence, quand on a peur, enfin, on n'apprend pas. Donc, c'est certain que ce qu'on connaît pas peut nous faire peur, alors que si on accepte les différences au sens large, puis qu'on est capable d'apprécier puis de voir les forces des autres, on ne sera plus en position de peur. Et là, on va être capable d'apprendre des autres personnes. Wow. Très bien dit. Je pense qu'on va se souhaiter envoyer. Bien, merci beaucoup, Mélissa. C'était un officier. Et merci aux auditeurs d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à liker ou lâcher un commentaire. On y répondra et je vous souhaite une bonne continuation dans votre journée. Au revoir. Au revoir.